Comment sont constitués nos poils, nos ongles ou encore nos glandes dans la peau? À quoi servent-ils? Est-ce que vous connaissez des maladies qui sont associées à ces annexes de notre peau? Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur les annexes cutanées. Ce cours est issu du livre Revêtements cutanés, édité par Elsevier Masson et rédigé par le Collège des enseignants de dermatologie de France. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique. Je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Claire Coquel. Et je tiens à préciser que certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Tout d'abord, quelques points de définition. Qu'est-ce que sont les annexes cutanées? Les annexes cutanées comprennent à la fois les glandes sudorales ou sudoripares, écrines et apocrines, mais également les phanères, à savoir les poils et les ongles. Les glandes sébacées sont annexées aux poils, on le voit ici sur cette figure, à ce niveau-là, et l'ensemble forme le follicule pilosébacé. Les glandes sudorales, ou encore dit glandes sudoripares, sont de deux types. Les types écrines, que vous voyez à ce niveau-là et qui sont indépendantes du poil, et les glandes apocrines, qui sont, elles, annexées au follicule pilosébacé. Lorsque l'on fait une coupe microscopique de notre peau, vous avez en haut l'épiderme, puis l'ensemble du derme et l'hypoderme. Eh bien, on va pouvoir identifier les glandes sébacées que l'on voit à ce niveau-là, mais également les poils, les follicules. Vous en avez un ici, mais vous en avez un aussi qui apparaît ici et ici. Bien entendu, si vous étiez amené à faire des coupes successives, vous pourriez mieux voir le poil qui descendrait beaucoup plus en profondeur au fur et à mesure des différentes coupes. Et puis, on a ici les glandes sudorales ou encore dites sudoripares. Tout d'abord, commençons par le follicule pilosébacé et plus spécifiquement par le cheveu ou encore le poil. Il est formé de trois parties. Tout d'abord, la tige pilaire. Vous voyez ici la cuticule, la corticale et la médulaire. Vous avez aussi ici les gaines épithéliales internes et externes. Et vous avez en bas le bulbe pilaire composé de sa papille folliculaire et du reste de ces différentes couches que l'on vient de voir juste avant. Il y a également le bulge, qui est la zone de cellules souches de poils qui va permettre de reconstituer l'épiderme. Et puis, ce que l'on appelle le follicule pilosébacé, eh bien, c'est cette association de cheveux, de glandes sébacées et de muscles arrecteurs du poil que l'on voit à ce niveau-là. Il existe différentes variétés de follicules. Trois grands types de follicules sont généralement décrits et vont dépendre finalement de l'importance des poils et des glandes sébacées. Les premiers pourraient être les follicules terminaux. Ce sont des poils épais que l'on va retrouver spécifiquement au niveau des régions pubiennes, au niveau des régions axillaires, au niveau des cheveux ou encore au niveau de la barbe chez l'homme. Ce sont des poils raides, épais, longs, qui vont occuper toute la largeur de l'infundibulum et la glande sébacée est plutôt rudimentaire et implantée jusqu'à l'hypoderme. Ensuite, on a les follicules sébacés. Eux, ils sont tout de même moins abondants. Ils vont être principalement présents au niveau du visage ou sur la partie supérieure du tronc. L'infundibulum est très profond. Les glandes sébacées sont très nombreuses, très larges et vont s'aboucher à la partie basse de l'entonnoir folliculaire. Ensuite, on a les follicules lanugineux qui sont les plus nombreux et qui sont répartis sur l'ensemble du reste de la surface corporelle, au niveau des bras, au niveau des jambes, au niveau du tronc, au niveau de la nuque. Ils vont réaliser le duvet chez la femme et des poils plus épais et longs chez l'homme. Ils vont avoir de nombreuses glandes sébacées qui vont être bien développées, qui vont être les principaux producteurs du sébum. Et puis, on a des zones sans poils qui vont être situées au niveau des paumes, au niveau des plantes, sur la face latérale des doigts, au niveau du prépuce, au niveau du gland, des petites lèvres ou encore à la face interne des grandes lèvres. Concernant le cycle pilaire, le follicule pileux est une structure dynamique, originale et complexe. Il est dépendant de la papille dermique au contact du bulbe. C'est une structure qui est richement vascularisée et innervée qui va apporter au follicule pileux les nutriments nécessaires à la production de la tige pilaire. Le développement du follicule pileux est cyclique et indépendant pour les 100 000 à 150 000 follicules que l'on va avoir sur notre cuir chevelu. On va le décrire en trois grandes étapes. La première étape, c'est la phase anagène, qui est une phase de croissance qui va durer 3 à 6 ans, et la croissance est de 0,2 à 0,5 mm par jour. Si on fait une biopsie cutanée sur le cuir chevelu de quelqu'un, eh bien, on verra 80 à 90% de ses cheveux en phase anagène. Ensuite, on a la phase catagène. La phase catagène, c'est la phase d'involution. C'est une phase qui va durer 3 semaines seulement, et seuls 5% du cuir chevelu est actuellement en phase catagène.
Et puis ensuite, on a la phase télogène, c'est une phase dite de repos et qui va durer de 2 à 6 mois et qui va concerner 10 à 15% de notre cuir chevelu. Et puis ensuite, vous avez une nouvelle phase anagène puisque chaque follicule pileux peut au cours de la vie être à l'origine d'une vingtaine de cycles pilaires. Donc c'est normal de perdre 50 à 100 cheveux par jour et vous allez avoir un renouvellement qui va se faire tout au long de votre vie. Je ne vais pas m'étendre sur les anomalies du cuir chevelu et je vous laisserai voir la vidéo qui est dédiée, mais sachez on peut avoir des anomalies du cuir chevelu, à la fois avec une description sur du cuir chevelu sain ou sur un cuir chevelu inflammatoire. Également, est-ce que les lésions sont diffuses ou est-ce qu'elles sont localisées? Et vous pourrez revoir en détail l'ensemble de ces différentes maladies qui sont présentes ici. Concernant le muscle arrecteur du poil, c'est un muscle lisse sous dépendance du système nerveux autonome. Il est tendu entre la partie inférieure du follicule pileux et la jonction dermoépidermique. Il peut provoquer une saillie qui se verticalise, on appelle ça alors l'horripilation ou encore la chair de poule que l'on voit très bien sur cette photo. La glande sébacée. La glande sébacée, comme on l'a dit, elle est annexée au poil. C'est une glande exocrine tubulo-alvéolaire. Les sébocytes sont fonctionnels dès la vie fœtale et vont participer à la formation de ce qu'on appelle le vernix caseosa. Les glandes sébacées ensuite vont être relativement peu actives après la naissance, mais par contre, au moment de la puberté, elles vont devenir beaucoup plus actives et c'est souvent ce qui va expliquer l'acné dite juvénile pubertaire. Pourquoi? Eh bien parce que la sécrétion des glandes sébacées est sous la dépendance des androgènes et c'est à ce moment-là, au moment de la puberté, que les androgènes vont apparaître. Les glandes sébacées vont avoir pour objectif de sécréter une substance lipidique qu'on va appeler le sébum. Et ce sébum va se déverser dans le canal excréteur de la glande sébacée, puis le conduit pilosébacé et venir recouvrir notre épiderme. Les cellules de la portion sécrétrice vont subir en fait une différenciation de la périphérie de la glande, donc au niveau de cette partie-là, sur cette figure microscopique. Et on va avoir les cellules basales qui vont quitter la couche basale, qui vont se charger en graisse, qui vont augmenter en volume, et il va y avoir une dégénérescence concomitante au niveau du noyau, et la cellule va éclater. C'est ce qu'on va appeler une sécrétion holocrine. La portion excrétrice est bordée par un épithélium qui est lui plutôt malpigien et qui est en continuité en fait avec la gaine épithéliale du poil et la paroi de l'infundibulum, puis de l'épiderme. Le sébum est un mélange de triglycérides, de cholestérol, de squalène et de cire, fait d'esters d'acides gras et d'alcool. Il va être excrété au niveau du canal pilosébacé et va venir engainer la tige pilaire sous contrôle hormonal. Il va ensuite former un film hydrolipidique de surface qui va se mélanger avec donc la sueur, mais également les lipides provenant des kératinocytes. Et son rôle, c'est d'empêcher la perte d'eau transépidermique, mais il a également une action bactéricide et fongistatique, et il est imperméable aux hydrosolubles. Je vous renvoie sur le cours sur la barrière cutanée si vous ne l'avez pas déjà fait, mais vous allez voir dans ce cours qu'effectivement, il y a toute une structure avec les cornéocytes et les cornéodéosmosomes, ainsi que l'enveloppe cornée, les lipides sécrétés par les kératinocytes, mais aussi ce sébum qui permet d'avoir une réelle barrière épidermique avec le monde extérieur. En cas d'excès, eh bien, on va avoir une hyperséborrhée, donc ce qu'on appelle la peau grasse. Cette peau grasse, c'est une peau brillante qui va affecter les zones riches en glandes sébacées, au niveau de la partie principalement centrale du visage, donc au niveau du nez, au niveau du front, au niveau du menton, également un peu au niveau des joues, mais aussi au niveau des régions thoraciques supérieures, dos et face antérieure du thorax. Passons désormais aux androgènes. Comme on l'a dit, les androgènes ont une implication extrêmement importante auprès des glandes sébacées. En effet, c'est un tissu cible des androgènes. Ces androgènes sont produits par les gonades et les surrénales, vont être apportés par la circulation sanguine et c'est des androgènes de type delta-4 androsténédione ou encore la DHEA vont arriver au niveau de la paroi de notre glande sébacée, qui est représentée schématiquement ici par ce rectangle, et ainsi que la testostérone, ils vont rentrer dans notre glande sébacée au niveau des sébocytes, et à l'aide de la 5-alpha réductase, les sébocytes vont pouvoir créer de la DHT, qui est de la dihydrotestostérone, qui est une forme active et qui va se lier aux récepteurs aux androgènes. Et grâce à cela, il va y avoir la production du sébum. La sensibilité aux androgènes et l'activité enzymatique va être extrêmement dépendante du polymorphisme génétique et donc va être très variable d'un individu à un autre. Si l'on prend l'exemple de l'acné, qui est une dermatose inflammatoire chronique qui va toucher ce follicule pilosébacé, eh bien, vous pouvez avoir une hyperandrogénie
périphérique par hypersensibilité des récepteurs aux androgènes sur les sébocytes. Donc ça, c'est surtout une prédisposition génétique, mais vous pouvez aussi avoir une hyperandrogénie en lien avec un syndrome des ovaires polykystiques ou un bloc surrénalien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez de manière anormale une production excessive de sébum par la glande sébacée. Et donc, vous allez avoir cette hyperséborrhée, donc cette peau grasse que l'on a pu voir sur une photo tout à l'heure. Et si celle-ci est associée à une prolifération des kératinocytes au sein de l'infundibulum, eh bien, vous allez avoir alors une obstruction. Vous allez avoir des comédons fermés qui vont apparaître, comme on peut le voir sur cette photo. Et lorsque ceux-ci vont s'ouvrir, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle un point noir ou encore des comédons ouverts. Vous avez ici une partie de l'acné. Il existe également une implication des œstroprogestatifs. En effet, les œstrogènes ont une action anti-androgénique indirecte par augmentation de la synthèse hépatique de la sex hormone binding globulin. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette SHBG va se lier à la DHEA qui a été produite par les gonades et les surrénales. Et lorsqu'elle va migrer pour arriver jusqu'au sébocyte, elle va être liée à cette SHBG. Et lorsqu'elle va être liée, elle va plus être libre et elle ne va donc plus pouvoir rentrer dans le sébocyte et il ne va plus pouvoir y avoir de production de DHT comme on l'a pu le voir et donc de sébum. Donc l'œstrogène va permettre finalement de diminuer les quantités d'androgènes libres. Les progestatifs vont également avoir une implication auprès de la sécrétion du sébum. À la fois, ils peuvent avoir un effet agoniste, mais aussi antagoniste sur les récepteurs aux androgènes du fait de leur structure biochimique, mais ils peuvent également avoir un effet anti-androgénique car antigonadotropes et donc vont être amenés à freiner les androgènes ovariens. En pratique, chez la femme en activité génitale, eh bien, la séborrhée et l'acné vont être influencés par la contraception hormonale. Si on utilise des progestatifs contraceptifs, on aura plutôt un effet androgénique, donc un effet plutôt stimulant. Par contre, si on utilise des œstroprogestatifs dont le progestatif est effectivement antagoniste du récepteur aux androgènes, eh bien, à ce moment-là, on pourra avoir un effet plutôt bénéfique sur la séborrhée et sur l'acné. Passons désormais aux glandes sudoripares. Comme on l'a dit en introduction, il existe deux types de glandes sudorales dites sudoripares, les glandes sudorales apocrines et les glandes sudorales écrines. Les glandes sudorales apocrines vont venir, elles, s'aboucher au niveau du follicule pilosébacé, alors que les glandes sudorales écrines sont totalement indépendantes du follicule pilosébacé. Les glandes sudorales apocrines sont principalement présentes au niveau des régions axillaires, du pubis, des régions génitales ou encore des fesses. Elles vont produire une sécrétion opaque, grasse, alcaline, sécrétée sur un mode apocrine, avec une élimination du pôle apical des cellules, mais les parties basales et moyennes restent en place pour la régénération. Et vous avez ici une photo microscopique d'une glande apocrine avec, vous voyez, un aspect assez dilaté. Les glandes sudorales écrines, elles, sont réparties sur toute la surface de la peau et principalement au niveau des paumes et des plantes. Elles vont produire de la sueur, qui est un liquide aqueux, incolore et salé, et dont le rôle est fondamental dans la thermorégulation. Et vous avez ici également une photo microscopique de ces glandes sudorales écrines. Les glandes sudorales écrines, ce sont donc les plus nombreuses. On considère qu'on en a de 3 à 5 millions et elles sont réparties sur toute la peau, sauf au niveau du lit inguéal, au niveau des lèvres, au niveau des organes génitaux externes tels que le gland, le clitoris, les petites lèvres ou encore la face interne du prépuce. Ce sont des glandes tubuleuses, pelotonnées, dans le derme réticulaire ou à la jonction dermo-hypodermique, donc elles sont plutôt assez basses situées. Elles vont constituer la sueur, déjà la sueur primitive, qui va refléter la composition du plasma, qui est donc plutôt isotonique et qui va évoluer par des mécanismes de résorption dans le tube excréteur vers une sueur hypotonique. Et puis la sueur définitive, elle est plutôt un peu salée, acide, avec un pH un peu plus faible chez l'homme que chez la femme. La densité est variable, composée d'ions, du sodium, du potassium, du chlore et des composants organiques tels que du lactate, ammoniac, pyruvate, de l'urée, des acides aminés ou encore du glucose. L'excrétion de cette sueur peut être réalisée à travers des stimuli thermiques, émotionnels, intellectuels, gustatifs, digestifs, mais également dans les suites d'une hypercapnie ou encore d'une hypoglycémie. En pratique, les modifications des électrolytes sudoraux se voient dans la mucoviscidose et c'est pour ça d'ailleurs que l'on fait un test de dépistage à la sueur. On peut également les voir dans les maladies de Cushing ou encore d'Addison. On peut également les voir dans des causes iatrogènes lorsqu'on va utiliser des glucocorticoïdes, de l'aldostérone ou encore des hormones antidiurétiques. Le liquide, comme on l'a dit, est plutôt hypoosmotique, c'est-à-dire que vous avez une perte d'eau plus importante que le sel et donc on a une sensation de soif qui apparaît. Il faut savoir que notre perspiration insensible, donc la transpiration que l'on peut avoir en repos à 18 degrés, est d'environ 200 millilitres par jour, mais on sait que dans des conditions extrêmes, on peut être amené à excréter de la sueur jusqu'à 3 litres par heure.
D'un point de vue cutané, eh bien, on peut avoir une maladie qui est associée à ces glandes sudorales écrines. C'est ce qu'on appelle l'hyperhidrose. C'est une sudation excessive, localisée souvent au niveau des mains, mais aussi au niveau des régions axillaires ou encore au niveau des plantes des pieds. Ça peut être également à d'autres endroits du corps. Vous allez avoir des patients qui vont avoir une sudation excessive. Vous allez voir des gouttes de sueur arriver de manière spontanée, sans stimuli particulier. Ça peut être extrêmement handicapant pour eux. Imaginez quelqu'un qui est effectivement en train de suer en permanence au niveau des mains, de manière spontanée, qui vous serre la main ou qui veut écrire un document sur un papier. Eh bien, vous allez avoir des taches de sueur de manière élargie. Donc, c'était effectivement important qu'on puisse faire le diagnostic assez rapidement et qu'on puisse démarrer des traitements adaptés. Concernant cette fois-ci les glandes sudorales apocrines, eh bien, ce sont des glandes qui vont plutôt se développer à la puberté, donc plutôt vers 16-18 ans. Elles ne sont pas vraiment dépendantes des hormones sexuelles, en tous les cas beaucoup moins que les glandes sébacées, et elles vont être localisées au niveau des régions axillaires, au niveau des parties mammaires, au niveau des régions du pubis ou encore au niveau des fesses. Il peut y avoir une sécrétion un peu plus laiteuse, visqueuse, opaque, qui est peu abondante et qui est mélangée au sébum. Elle peut être composée d'azote, de lactate ou encore d'ions tels que du sodium, potassium ou encore du calcium. La maladie qui concerne ces glandes sudorales apocrines, c'est ce qu'on appelle la maladie de Verneuil ou encore hydradénite suppurée, qui va être donc une inflammation de cette glande apocrine qui va aboutir à une occlusion, une dilatation du follicule pileux, puis une rupture de ce follicule pileux avec la création finalement d'un abcès qui va éventuellement pouvoir créer des tractus, des tunnels sous la peau avec des continuités qui vont se faire à d'autres endroits au niveau de la peau et vous pouvez avoir des lésions extrêmement étendues sur ces zones axillaires, sur ces zones pubiennes ou encore au niveau des fesses. C'est une maladie qui a une composante bactérienne, mais qui a également une composante inflammatoire sur laquelle il y a de nombreuses recherches actuellement et avec de nombreuses maintenant possibilités thérapeutiques. Quelle est la fonction de ces glandes sudorales? Eh bien, la première chose, c'est la thermorégulation. Le but, c'est de maintenir une température interne entre 37 et 41 degrés, à la fois en lien avec une fièvre ou alors en lien avec un effort physique. Il va y avoir une production de sueur et qui va permettre de réguler cette température. Il y a également une fonction d'augmentation de l'adhérence et de la sensibilité cutanée, surtout au niveau palmo-plantaire. Il y a également un rôle de lubrifiant contre des traumatismes frictionnels. Il y a également un rôle de défense antibactérien, entre autres avec la présence d'immunoglobulines de type A. Mais il y a également une fonction de diffusion efficace pour certains médicaments. Et on pourrait citer par exemple le kétoconazole ou la griséphéluline que vous allez utiliser dans des dermatophysies, donc contre des champignons. Et donc, l'excrétion par ces glandes sudorales va permettre d'atteindre plus facilement ces éléments fongiques qui vont être sur votre peau, mais il peut y avoir également une diffusion efficace de certains toxiques tels que la cocaïne, la codéine ou encore l'alcool. Passons désormais à l'ongle. L'ongle fait partie également des annexes, des fanères comme le cheveu. Eh bien, l'ongle ou la tablette inguinale est une lame cornée translucide formée de kératine. On appelle appareil inguinal l'ensemble des structures entourant cette tablette inguinale et contribuant à son développement. On a tout d'abord le bord libre, qui est la partie finalement que vous allez découper pour prendre soin de vos ongles. On a ensuite la tablette inguinale, donc c'est l'ongle que l'on voit. Ensuite, on a l'hyponychium. L'hyponychium, c'est la partie qui est sous l'ongle, mais la partie qui est sous l'ongle au niveau du bord libre, et donc que vous allez venir couper à ras lorsque vous prenez soin de vos ongles. On a également le lit de l'ongle. Le lit de l'ongle, c'est la surface sur laquelle va reposer votre ongle, donc c'est la peau sur laquelle l'ongle va finalement venir glisser. On a ensuite la lunule. La lunule, c'est la demi-lune qui est présente à la base de votre ongle. On a la cuticule. La cuticule, c'est ce qui est en regard de cette lunule et c'est la partie plutôt cutanée, hein, d'accord? Donc, c'est la zone où il va y avoir la jonction entre votre peau et votre ongle. C'est une barrière efficace qui permet d'éviter que les micro-organismes rentrent sous votre ongle. On a également le repli proximal. Donc, le repli proximal, c'est la partie de peau qui est en amont de votre ongle. On a le repli latéral, c'est toute la peau qui compose la partie latérale et qui est sur le côté de votre ongle. On a ensuite la matrice proximale. La matrice proximale, donc c'est la zone où il va y avoir la production des cellules qui vont créer votre ongle, mais essentiellement la partie supérieure de votre ongle, hein, puisque c'est la partie proximale. Donc ça veut dire que c'est cette zone-là, ce sont ces cellules-là qui vont ici produire cette partie-là, qui est la partie supérieure. Par contre, la matrice distale, donc qui va être un peu après, qui va être un peu plus vers l'extrémité, elle, comme elle est au niveau distal, eh bien, elle va produire la partie inférieure de votre ongle.
On a également la limite distale de la lunule, donc de cette demi-lune qu'on a vue juste avant. Et puis enfin, on a la phalange distale, qui est donc l'os tout simplement, hein, sur lequel va reposer toute cette structure. Il faut savoir que la croissance de l'ongle est de 0,1 mm par jour pour les ongles des mains et 2 fois moins pour les ongles des pieds, ce qui veut dire qu'un renouvellement des ongles des mains va prendre 4 à 6 mois et pour les orteils, parfois jusqu'à 12 à 18 mois, ce qui veut dire que lorsque l'on a une infection, par exemple fongique, quand on a un champignon au niveau des ongles, eh bien, ce n'est pas un traitement d'un mois qui va suffire. Il va falloir vraiment expliquer au patient qu'il va falloir être patient et appliquer des vernis, prendre des traitements pendant plusieurs mois afin d'attendre que l'ongle est totalement repoussé. Je ne vais pas m'étendre sur ces différentes pathologies, mais vous avez un cours dédié que vous avez peut-être déjà vu, que vous allez voir prochainement sur les atteintes des ongles. Et on peut avoir effectivement des anomalies de forme, de surface, de couleur et d'épaisseur, mais également des modifications des attaches de la tablette inguéale ou encore des altérations des tissus péri-inguéaux. C'est un cours qui me semble également passionnant et je vous laisserai donc le lire, l'écouter ou le regarder attentivement. Voilà, ce cours est terminé. Merci pour votre attention. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très vite sur Dermato IST.